C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça, lui? Et l'écologie alors? J'ai pas compris. Mais ça se passe comment? Pensée lycéenne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pensée lycéenne. Et nous commençons cette superbe nouvelle année avec une superbe émission. Il est 8h30. Bonne année, vous êtes sur le Delta FM 90.2. Bonjour à tous et à toutes globalement. J'espère que vous allez bien cette rentrée 2022 et que vous avez passé de bonnes vacances de Noël. Oui. Salut. Alors du coup pour cette émission de rentrée 2022, première émission de l'année 2022, waouh, quelle émotion. Nous accueillons notre petite équipe habituelle, à savoir Lia et Irène et moi-même. Youhou, coucou. Ainsi que Léane qui m'aide pour faire les caméras de cette vidéo. Donc vous pourrez la voir pour ceux qui regardent sur YouTube. Bon, et je pense que j'ai fini ma petite intro. Donc pour cette première émission de l'année, je vous propose de commencer tout de suite avec toi, Irène. Hey, aujourd'hui je vais vous parler d'une pionnière dans la danse moderne. Elle se nomme Loie Fuller. Elle est née en 1862 dans une ferme d'un village de l'Illinois en Amérique et elle a fini sa vie en 1928 en France. Cette femme a inspiré de très nombreux artistes, mais pour mieux comprendre comment, je vais vous raconter son histoire incroyable. Tout commença un soir d'octobre 1891. En tant que comédienne lors de la création d'une pièce où elle devait interpréter le rôle d'une femme sous hypnose lors de la création d'une comédie nommée Quack Medical Doctor. Soucieuse de ne pas trébucher sur son costume trop grand, une longue chemise blanche, elle improvise alors inconsciemment de grands mouvements amples devant lesquels le public s'écrie spontanément « Un papillon, une orchidée !» Après cette prestation, elle est tellement contente d'avoir découvert cette danse qu'elle commence à s'entraîner et décida de glisser de grands bâtons de bambou dans ses manches de son immense robe blanche, lui permettant de se mouvoir de façon à créer des ondulations et des formes abstraites comme un papillon ou une orchidée. Elle donne alors des prestations qui auront déjà beaucoup de succès. Tout en continuant ses recherches pour découvrir toujours plus de façons de danser, elle demanda à un mannequin de produire certains mouvements pour analyser les résultats en réfléchissant et en transformant le mouvement jusqu'à satisfaire son imagination. Sa danse sera nommée la danse serpentine. Elle jouera à Brookline durant un intermède entre les deux actes d'une autre pièce. Et son intermède remporte tellement de succès qu'elle menace de quitter le spectacle si son nom n'est pas ajouté sur l'affiche. Cependant, elle fut renvoyée sur le champ et remplacée par une imitatrice. En colère de s'être fait piquer son idée, elle décide de faire copyrighter sa danse serpentine pour avoir le droit d'auteur, mais il n'accepte qu'en 1978. Ne sentant pas son travail véritablement pris au sérieux dans son pays d'origine, l'accueil chaleureux qu'elle reçut en France lors d'une tournée la persuada de rester à Paris. Refusée par l'opéra mais engagée aux Folies Bergères, son imagination créatrice l'emmena sur des chemins que personne n'avait encore jamais explorés. Car elle eut l'idée de génie d'exploiter le potentiel de l'électricité, tout juste arrivée, et elle fit de la lumière jusqu'alors seulement utilisée pour des besoins élémentaires, un élément fondamental de l'esthétisme. Elle mit donc des projecteurs de tous les côtés et de toutes les couleurs pour illuminer ces flots de tissus. Elle mêla technologie, science et art en une même scénographie. Car afin d'obtenir différentes couleurs pour déposer des filtres sur les projecteurs, elle fabriqua des composés chimiques et des teintures de gélatine destinées à créer des filtres colorés ou des sels fluorescents pour les rayons ultraviolets. Loie Fuller possédait même son propre laboratoire où elle effectuait ses expériences. Pour limiter les imitations et conserver ses droits d'auteur, elle déposa au total de 10 brevets et copyrights principalement reliés à ses dispositifs d'éclairage et ses accessoires, baguettes de bambou, d'aluminium avec lesquels elle faisait virevolter ses voiles, ses planchers de verre éclairés par le dessous, ses miroirs sur scène démultipliant l'image, ses effets stroboscopiques ou encore ses dessins
et ses costumes qu'elle réalisait également elle-même. Afin de mettre au point ces spectacles, cette femme étonnante travaillait avec une équipe de 27 électriciens, plus quelques autres techniciens, soit une troupe de 40 personnes qui l'accompagnaient dans ses recherches, parfois jusqu'à 6 heures du matin. On se rend compte que derrière sa danse, il existe tout un système pour que le résultat soit parfait. Petite anecdote, mais après que Marie Curie répondit à une de ses questions sur le radium, car Loeffler avait lu dans un magazine qu'il était lumineux, alors bon, c'est un peu dangereux. Après que Marie Curie ait répondu à sa question et qu'elle lui ait dit qu'il valait mieux pas utiliser ça pour la lumière, elle a décidé de danser dans le salon de Marie Curie et de son mari pour la remercier d'avoir répondu à sa question. Cependant, ses prestations eurent quelques effets négatifs sur Loeffler, car comme il y avait beaucoup de lumière, ses yeux furent abîmés à la force d'avoir les projecteurs en plein dans les yeux. Et après... Attends. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça devrait être épuisant de danser avec des bambous et des immenses voiles. Oui, parce que ils étaient accrochés à elle et du coup, elle devait supporter le poids de toutes ces étoffes tout en dansant et les voiles, ils étaient très lourds et très longs. Donc, il fallait tout le temps qu'elle se muscle pour supporter le poids. Et est-ce qu'elle a essayé de transmettre sa danse à d'autres personnes ? Oui, à la fin de sa vie, elle ouvra son école et fut encore une fois pionnière en annonçant l'apparition de la danse libre. Et elle fonda sa propre compagnie de jeunes danseuses qui prend le nom de Ballet Fantastique de Loeffler et avec lequel l'artiste retourna à l'occasion en Amérique pour présenter leur spectacle. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle créa plusieurs danses nommées papillon, violette, la danse de l'iris, la danse du lys, etc. Et elle fut décrite comme la muse des symbolistes et de l'art nouveau, par l'innovation technique de l'éclairage et des dispositifs scéniques qui fascinèrent et fascinent encore les scientifiques, metteurs en scène, cinéastes et photographes. Et elle a eu une grande influence dans l'art décoratif, s'inspirant de ses longs voiles. Mais malgré sa longue et impressionnante carrière, elle fut totalement oubliée après sa mort, et seules les œuvres inspirées d'elle restent, mais aujourd'hui vous pouvez toujours la retrouver sur YouTube. Ça vous permettra de bien visualiser parce que à l'oral, on visualise pas forcément ce qu'elle fait, surtout que c'est pas connu et que c'est assez rare. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. Et donc, il faudra jeter un coup d'œil sur YouTube. Vous taperez Loeffler et vous verrez, c'est magnifique. Parce qu'en fait, j'ai découvert cette femme grâce à un film que ma sœur m'a montré. Ça s'appelle La danseuse de Stéphanie Di Giusto. Voilà. Okay. Ouais, je l'ai vu le film, il est super bien. Par contre... C'est un peu malaisant, des fois. Ouais. Mais il parle... En fait, il se tourne un peu plus sur sa vie amour. Enfin... Il est bien, mais je trouve qu'il parle pas vraiment bien de sa vie non plus. Ouais. Enfin, il est trop superficiel. On en apprend pas. Enfin, il y a des trucs du coup dans ta chronique que j'ai appris et qui n'étaient pas dans le film. Oui, j'ai fait beaucoup de recherches parce qu'il disait pas non plus énormément de choses. Mais juste dans le film, il y a la fille de Vanessa Paradis qui joue dedans. Et il y a un truc qui montre pas aussi, qui est un peu dommage, c'est que du coup, dans le film, ils font que Lois, elle est amoureuse d'un homme, je crois que c'est un producteur, un truc comme ça, je sais plus bien, ça fait longtemps que je l'ai vu. Non. Enfin, elle est non, l'homme, il est... je crois que c'est qu'il finançait ce qu'elle achetait, ses lumières et tout. Ouais, voilà, du coup, elle est amoureuse de lui, sauf que en fait, dans la vraie vie... Elle est lesbienne aussi. Ouais, voilà. Et du coup, elle aurait dû... S'ils auraient vraiment suivi le truc, elle aurait plutôt été en couple dans le film avec du coup, la fille de Vanessa Paradis, Lily Rose. Mais à la fin, elle l'embrasse dans non, rien. Voilà. Tu peux spoiler. Mais si, dans la vraie vie, elle était en couple avec un homme pendant un moment. Mais on ne sait pas si elle était bisexuelle ou lesbienne. Genre ça, c'est pas sûr. En soi, ça change rien. Non. Oui, on s'en fiche. Mais même dans sa carrière, je trouve qu'ils l'ont pas très bien retracé. Enfin, par exemple, oui...
Du coup, à part le fait qu'elle travaille beaucoup sur sa mise en scène, c'est ça qu'ils mettent le plus en avant. Et qu'elle a trébuché, enfin ça, il l'explique. Et que du coup, qu'elle devient aveugle à cause des lumières. À part ça, ils en disent pas vraiment grand-chose sur elle. C'est un peu dommage d'ailleurs. Et puis elle devient pas vraiment aveugle. Ouais. Je pense que j'irai voir c'est du coup sur YouTube parce que ça m'intrigue énormément. Et moi qui suis une danseuse, vraiment ça m'intrigue énormément. Donc ouais. Mais il y a des très belles images du coup dans le film de sa danse et tout, c'est magnifique. Je l'ai mis en fond d'écran. Ah d'accord, donc c'est ça ton fond d'écran, c'est magnifique. Ouais. Oui, c'est elle, Ouais, parce que quand on le décrit, c'est difficile à imaginer. Bon. C'est la fin de ta chronique ? Ouais. Allez, je balance une virgule. Bon, du coup, après cette chronique vraiment très 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 intéressante, merci beaucoup Irène. Merci. On va passer à la chronique de Lia. Oui. Qui nous va parler de quelque chose qu'elle aime beaucoup, je crois. Oui. Je suis contente, ça se voit, non ? Un peu. Ça fait longtemps que je veux faire une chronique là-dessus. Trop de suspense pour les auditeurs. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette première chronique après les vacances, mais surtout cette première chronique de l'année. Et même, je crois qu'on est la première chronique de Delta FM de l'année. Oui. Alors, ouais, j'avoue. Du coup, on va inaugurer les choses bien en parlant des cochons. Oui, parce que vous le savez tous. Ou pas, mais on va dire que si. Mais j'aime énormément les cochons. C'est un euphémisme. Oui, oh bon. Donc, j'aime énormément les cochons. Et j'aimerais, quand je serai grande, enfin, je suis déjà assez grande quand même. Oui. Ça fait bizarre de dire ça. Oui. M'en fiche, quand je serai grande, je veux un cochon de compagnie. Ouais. Oui. Donc, j'aime les cochons. C'est trop mignon. C'est des boules d'amour. Du coup, j'ai fait une chronique sur les cochons. Donc, le Sus domesticus est une sous-espèce de mammifère domestique omnivore de la famille des porcins ou suides. Là, je parle des cochons. C'est le nom scientifique. Appelé porc du latin porcus ou cochon, ou encore cochon domestique, il est resté proche du sanglier avec lequel il peut se croiser. Vous vous rappelez de vos cours de SVT de 6e sur les espèces qui peuvent se reproduire ou pas ? Ça va ? Ouais, vaguement. Moi, je me rappelle. Et bah, du coup, le cochon peut se reproduire avec du coup, un sanglier. Parce que si les SVT, c'est peut-être pas ma matière préférée. Mais bon, c'est un détail. Donc, attention, petite description très basique. Nom scientifique du cochon, Sus scrofa domesticus. Il peut vivre entre 15 à 20 ans. Ça vit pas mal de temps. Donc, si vous voulez investir dans un animal de compagnie qui vous fera votre vie, un cochon. Ça dure plus longtemps que les chiens. Exactement. Et peut mesurer de 35 à 92 cm selon les espèces. Ça me fait rire parce que dans le conducteur, tu n'avais pas mis de mesure. Dans mon cerveau, automatiquement, ça a fait mètres. Et le mesure de 35 à 92 mètres, je viens de réfléchir. Je fais, bah non. Ça fait beaucoup. Non, mais déjà 92 cm, quand tu regardes les photos, c'est énorme. Oui. Voilà. Donc, il faut savoir que les cochons vivent en groupe avec une hiérarchie bien définie et beaucoup de coopération. Et qu'en fonction des critères testés sur des cochons, parce que oui, on fait des études sur des cochons, parce que c'est tellement mignon qu'on veut savoir comment qu'ils font les cochons, comment qu'ils vivent. Du coup, en fonction des critères testés, les cochons peuvent être considérés comme plus intelligents que les chiens. Et oui, les cochons sont plus intelligents que les chiens et ils vivent plus longtemps, c'est le meilleur animal de compagnie. Donc plus intelligents que les chiens. Ou encore ayant des capacités équivalentes aux chimpanzés. Aux chimpanzés, les gars. Oui. C'est intelligent, dis donc. Exactement. Oui, j'ai pas précisé, mais vous pouvez intervenir dans ma chronique, même quand il n'y a pas marqué Claire, intervention. Ou Irène, intervention. Oui, parce que sur le conducteur, c'est comme ça, messieurs, dames. Hein. Tout n'est pas aussi spontané que vous le pensez. Donc, les cochons ont une bonne mémoire spatiale et mémorisent les meilleures sources de nourriture. Wow.
effrayant. Oui. Donc mémoire spatiale, mémoire de l'espace qui nous entoure, tout ça. Ils peuvent apprendre à faire leurs besoins dans un endroit précis en 3 jours seulement. Donc tu adoptes ton petit cochon de compagnie et tu lui dis c'est là faut faire caca, c'est là faut faire caca, c'est là faut faire caca et pouf, il est propre comme un chat. C'est mieux que les chiens. Ils sont joueurs, balles, bâtons, sautillement, poursuite, bagarre, tout ça. Ils peuvent te mettre KO. Ah bah surtout si c'est un cochon de 92 cm. Là, il arrive, il se couche sur toi, c'est fini, le jeu est terminé. Donc, ils peuvent interagir avec des jeux vidéo. Des jeux vidéo. Ah, Léane est contente. Je veux un cochon comme ça, il jouera à Mario avec moi. Ils peuvent apprendre à faire des tours, des acrobaties et à réagir à leur nom. Comme des chiens, mais en mieux. Je vais vous le vendre, le cochon, ok? Vous allez vouloir un cochon à la fin de l'émission, c'est clair? Après, il faut une race spéciale pour que ce soit petit. Hein. Oui, bah... Ça grossit beaucoup. Il existe vraiment énormément de races. Il y a des cochons nains, il y a des cochons... Comme les lapins. Mais je connais quelqu'un qui avait un cochon de compagnie avant. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. C'était un vieux monsieur. Trop bien. Donc, les cochons réussissent une variante du test du miroir. Donc, c'est quand tu mets un animal devant un miroir et qu'il doit comprendre que c'est lui dans le miroir, que ce qu'il voit dans le miroir, c'est ce qui l'entoure, et que du coup, grâce à ça, il va résoudre des énigmes. Donc, le cochon réussit ce test où un bol de nourriture peut être trouvé uniquement en déduisant sa position grâce à son reflet dans un miroir. Donc, c'est-à-dire, il se voit dans le miroir, il voit le bol de nourriture et fait « Ok, il est derrière moi, à droite, il se tourne, il va manger. » Ils savent différencier leurs congénères ainsi que distinguer les humains familiers des autres. C'est-à-dire que quand ils sont avec leurs copains cochons, ils font « Vous êtes mes copains cochons. » Et quand ils voient deux nouveaux cochons, ils font « Vous ne connaissez pas, vous n'étiez pas mes copains cochons. Mais on va devenir copains cochons. » Et pareil avec les humains. D'où l'expression « copain comme cochon ». Exactement. Donc pareil avec les humains, quand t'as un cochon de compagnie, il fait « Toi, t'es ma maman. Toi, t'es mon papa. Toi, t'es mon petit frère. Toi, je te connais pas. » Et enfin, un cochon qui sait où se trouve un point de nourriture est capable de développer une stratégie pour ne pas vendre la mèche à un autre cochon qui a l'habitude de lui voler sa nourriture. Donc c'est-à-dire qu'il retient aussi les traits de caractère des autres cochons. Truc de ouf! C'est dingue. C'est trop bien les cochons! Dites, c'est trop bien les cochons. C'est trop bien les cochons. Bien. Voilà, merci. Bon, alors, est-ce que je vous ai converti à mon amour du cochon? Les cochons, c'est mignon, mais non. Comment ça, non? Je n'aurais pas un cochon de compagnie. Bon, maintenant, en tout cas, vous ne pourrez pas dire que les cochons, c'est débile. Ah, j'ai jamais dit ça. Non, mais je parle pour les personnes qui auraient dit ça un jour et que je vais taper, ou les personnes qui auraient des préjugés parce que c'est un animal de ferme à la base. Bon, entre guillemets. Entre guillemets. En plus, contrairement aux idées reçues, les cochons sont des animaux très propres. Parce que, comme je l'ai dit, ils peuvent apprendre à faire leurs besoins dans un endroit précis. Et sachez que s'ils se baignent dans la boue, ce n'est pas parce que c'est trop chouette d'être dégueulasse. C'est pour protéger leur peau fragile contre les parasites et les rayons du soleil. Ben oui, parce que les pauvres petits cochons vivent dans une ferme, en plein cagnard, sans ombre. Ben, ça pique, c'est mal, c'est horrible, ça fait des coups de soleil. Et du coup, faut se mettre de la crème solaire. Et vu qu'ils n'ont pas de supermarché, ils ont de la boue. Et oui. En même temps, ils n'ont pas vraiment le choix de patauger dans la boue toute la journée, vu que dans la ferme, c'est gadouillou. C'est gadouillou. Ouais. Et que vu que les fermiers, ils n'ont pas que ça à foutre de leur faire une petite terrasse en petites dalles blanches, leur mettre un petit oreiller, tout ça, ils n'ont pas le choix qu'à d'être dans la gadoue. Les cochons sont des animaux très propres, donc, et ils séparent strictement l'endroit où ils dorment du petit coin pour faire pépé et évite de salir l'endroit où il mange. Oui, c'est assez carré, un cochon. Hein. Ah, tu le prends chez toi, c'est bon, ta maison, elle est nickel, abri, il n'y a plus de poussière.
C'est donc pas simplement pour le plaisir d'être sales qu'ils sont sales, avec des guillemets, plein de petites guillemets. Bon, maintenant passons à un peu d'histoire. Dès le néolithique, on rencontre des représentations de sangliers, souvent sur des objets associés à la chasse. Dans le monde grec, comme plus tard chez les Romains, les Germains et les Gaulois, ça c'est nous, le porc ne subit pas de tabou. Parce que oui, dans certaines sociétés, le porc a des tabous, on ne peut pas parler de porc. Il y en a même, ils interdisent d'en parler. Hein. C'est pas juste... Ça va loin. C'est dans quelle société, ça? Dans quel pays? Alors, je sais plutôt, vous irez chercher vous irez sur Wikipédia. Donc, je disais, les Gaulois, grecs, romains, germains, gaulois, le porc ne subissait pas de tabou. Il est à la fois un animal consommé et sacrifié, notamment en l'honneur de Déméter ou de Cérès. Le cochon prend aussi au fil du temps des connotations plus positives liées à la fécondité et à la prospérité en raison notamment de la grande fécondité de la truie et de son cycle de gestation, 3 mois, 3 semaines, 3 jours, un chiffre déjà mentionné par Aristote et que les hommes du Moyen-Âge ont relevé comme un cycle arithmétique parfait. 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 En Égypte antique, le cochon est consommé par les fermiers sédentaires de la vallée du Nil jusqu'au milieu du 2e millénaire avant JC. Sa consommation semble ensuite abandonnée afin de la réserver au culte d'Osiris. Le porc prend peu à peu une connotation négative puisqu'il est ensuite associé à un dieu mauvais, Seth, parfois représenté sous la forme d'un porc noir dévorant la lune. Oh, il n'y a plus de lune. L'interdit relatif au porc dans le judaïsme se trouve dans le Tanakh, donc dans l'Ancien Testament, mais pourtant la consommation de porc n'est pas interdite chez la majorité des chrétiens. Au Moyen-Âge, on a bientôt fini, vous inquiétez pas pour le petit moment historique. Au Moyen-Âge, prédicateurs et théologiens ont considéré le cochon comme un attribut du diable, lui donnant une image négative. Berk, le cochon. Puis, dans le calendrier républicain, le cochon était le nom attribué au 5e jour du mois de Frimaire. Retour d'une meilleure image pour le cochon. Youpi, youpi, vive notre petit porcinet. Dans la mythologie hindoue, la figure du porc ou du sanglier, les Indiens ne font pas la différence, est celle d'un avatar de du seigneur. Moi, j'étais partie à parler dans la langue. Du seigneur Visu, sous le nom de Varaha, tuant un démon voulant noyer la déesse Terre, épouse cosmique de Visu. Le cochon a sauvé la planète. Ouais. Et enfin, pour les peuples chinois et vietnamiens, le porc est un symbole de prospérité et d'abondance. Vive les porcinets! Et pour ce qui est de la domestication du porc, elle a été faite dans 2 foyers indépendants vers -8000 au nord de la Mésopotamie et en Chine. Selon Larson, les plus anciennes traces connues des porcs domestiques se trouvent dans l'est de la Turquie et à Chypre, soit dans la région qui a vu la naissance de l'agriculture et date du... Alors attention, il y a un petit A, un petit X. Les petits X, ça veut dire... Ça fait 10. 9. 10 moins 1. 10 moins 1, ça fait 9. Je vais y arriver. Du coup, en gros, les cochons sont apparus à la domestication au 9e millénaire avant JC. Notre petit JC. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de me dire, qu'est-ce que JC peut vouloir dire, mis à part Jésus-Christ. J'ai pensé à Jean Castex. Bon, on va rester sur les cochons. Hein. Oui, voilà, vous savez tout maintenant sur nos petits cochons. J'espère que ma chronique vous a plu et que je vous ai beaucoup passionnément, à la folie, transmis mon amour pour les cochons. En plus, dans Winnie l'ourson, il y a un petit cochon. Ouais. Voilà. Je suis désolée, on va pas pouvoir faire de débat vraiment sur ta chronique parce que
il nous reste 6 minutes. Enfin, je sais plus si on finit à 9h, enfin si on commence les cours à 9h ou à 9h05. 5. Bon, il nous reste donc 6 plus 5. 19 9. On est forte en maths aujourd'hui. 9, ça fait 11. 6 plus 5, ça fait 11. 5 et 5, 10 plus Ah oui, 11 minutes. J'étais pas entre 19 et 9. J'ai trouvé les deux. Il nous reste 9 minutes. Oui, je fais spé maths. Et alors 9 minutes avant la fin, sachant qu'il y a la... Ouais, on a peut-être le temps de faire un mini débat si vous voulez. Déjà, débat de 3 minutes. Déjà, on va écouter la pause musicale, faire ta chronique et on verra à la fin. Ok. Du coup, on va écouter la pause musicale, comme l'a très bien dit Lia. Maintenant, qui est Kid de Edith Preto. Rebonjour à tous. Donc, on est de retour après la pause musicale. Il est 8h58. La pause musicale était Kid de Edith Preto. Et je vais enchaîner tout de suite avec ma chronique. Bonjour, chers amis IES. Aujourd'hui, j'avais prévu de vous faire une chronique sur un chanteur que j'aime beaucoup, mais faute de temps, ou pas, Claire, arrête de trouver des excuses, tu avais juste la flemme, je vais parler de bouquins. Je me rends compte que je parle de bouquins quand j'ai pas de sujet de chronique, ou alors que la chronique que j'ai à faire va me prendre beaucoup trop de temps. Il faut vraiment que je crée un jingle bouquin, mais là, c'était pas le sujet. Aujourd'hui, je vous parle de 2105, Mémoire interdite. 2105 est un livre d'anticipation écrit par une Française de l'âge de mes parents, Anouk Filippini. Bon, vu le titre, je me doute bien que vous avez compris que ça va parler du futur. Plus précisément, un futur post-apocalyptique, mais qui a déjà remonté la pente, et qui maintenant fonctionne plutôt bien. Enfin, plutôt bien en théorie. Notre histoire se déroule en l'an 2105, et étonnamment, cette société est divisée en 2 groupes. Les Lastings, les privilégiés de la société, et les vulnérables, c'est les autres. À l'âge de 16 ans, les Lastings reçoivent un sérum qui leur permet de vivre pendant 400 ans à peu près. Wow. Une fois par an, le gouvernement organise un concours qui permet à une toute petite poignée de vulnérables de pouvoir avoir ce sérum et en conséquent de pouvoir devenir Lastings. Je me suis complètement trompée dans le conducteur. Bref, de pouvoir devenir Lastings. Dans ce livre, nous suivons l'histoire de Sophia. C'est une vulnérable, mais qui a toujours vécu entourée de Lastings. Avec l'aide de sa meilleure amie, enfin de sa meilleure pote, tu vois, de sa fratée et tout, tu vois, la famille, bref. Le sang de la veine. Le sang de la veine. Tu vois, ces expressions, c'est bien. Donc, de sa meilleure pote, Brice, qui est une Lasting, elle décide de passer ce concours en secret de leurs parents. Parce que du coup, les parents de Brice et les parents de Sophia ne veulent pas que Sophia passe le concours pour devenir Lasting. Bref, c'est un peu galère. Mais vous imaginez que ça va pas se passer comme prévu, ce concours. Car dans la société dans laquelle elles vivent, une certaine période de l'histoire est très taboue. Elle est même bannie. C'est les années 2000. Et en rentrant du concours, Sophia fait un drôle de malaise où elle voit le passé. Plus précisément, le passé des années 2000. Ah ouais. Wow. Pour la protéger et savoir ce qu'il se passe plutôt, Brice va l'amener, toujours dans le secret de leurs parents, ça serait pas drôle, dans un petit groupe de personnes qui se nomment les affranchis. Alors, je dis pour savoir ce qui se passe parce que là, au moment de cette histoire, à ce moment-là, Brice ne sait pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que elle a peut-être une petite idée, mais vraiment, elle ne sait pas. Voilà. Et Sophia non plus ne sait pas ce qui se passe. Pour elle, elle voit juste des rêves étranges. Bref. Donc, les affranchis. Donc voilà, ils s'appellent dans un petit groupe qui s'appelle les affranchis. Ce sont des personnes nées Lastings qui ont refusé de recevoir le sérum pour devenir de vrais Lastings. Et à partir de là, je vous laisse découvrir, mais il y a pas mal d'aventures. Voilà, je vous ai à peu près raconté les 10 premiers chapitres. Je vais pas vous raconter plus parce que sinon, sinon je vous spoil quoi. Et c'est pas drôle. Donc, pourquoi je vous présente ce livre ? Parce que je l'ai trouvé génial. J'ai difficilement pu décrocher de ma lecture. On rentre dedans très facilement et on en sort très difficilement avec qu'une seule envie, lire le tome 2. Il est assez épais, mais franchement, il se dévore devant la cheminée, le poêle ou même le radiateur. Si tu n'as pas autre chose chez toi. Ou un petit plaid. Dans ton lit, dans ton canapé, allongé par terre avec un plaid à manches et une petite verveine. Super lecture que je conseille vivement. Bon,
Merci à vous pour vos chroniques. Voilà, c'était très agréable. Merci à toi, Léane, aussi, d'être passée pour m'avoir aidée. Comme on vient d'entendre la sonnerie du lycée, je vous propose d'abréger la souffrance. Non, c'est pas la souffrance, c'est l'émission, justement. Oh bah merci Léane, on ne t'invitera plus. Tu sais quoi ? C'est fini pour toi. Non, mais voilà, du coup, de finir cette émission, ça vous va ? Ouais. Bon, hop, générique, faut que je retrouve ma souris. Générique. Je suis triste de vous dire que c'est déjà la fin de cette belle émission. Oh non, sanglots, pleurs, désespoir. C'était la première émission de 2022. Émouvant, émouvation, wesh. Émotion, je suis fatiguée, ça se voit. Le premier jour, la première heure, je suis déjà crevée, c'est fou. Eh oui, je sais, mais la bonne nouvelle, c'est que si tout se passe bien, ça veut dire que si personne n'est malade entre-temps, et que si tout le monde a fait une chronique, on se retrouve la semaine prochaine, à peu près à la même heure. À peu près. Voilà. Mais le seul truc dont on est sûr, c'est que c'est sur la même onde radio 90.2. Vous êtes sur le Delta FM, c'était Pensée lycéenne. Au revoir. Salut. C'est quoi cette émotion ? Pourquoi il a fait ça, lui ? Et l'écologie alors ? Mais ça se passe comment ? J'ai pas compris. Pensée lycéenne.